Bonjour les amis, vous allez bien? Toujours Abdraman Koulibaly, domaine RH, gestion des ressources humaines. L'humanisme avant tout, le respect avant tout, la reconnaissance avant tout, la prise des responsabilités de tout un chacun d'entre nous doit être un devoir. Voilà aujourd'hui. Le modèle que je vais faire comprendre aujourd'hui, c'est la motivation du personnel. La motivation du personnel dans l'entreprise. Le module précédent que j'avais détaillé la fois passée, c'était basé sur les besoins en RH. L'entreprise est créée, on a besoin des ressources humaines pour accompagner l'entreprise afin d'atteindre des buts bien précis. Mais cette fois-ci, on a des salariés dans l'entreprise. Les rémunérations sont là, la signature du contrat, tout est OK. Quels sont les moyens à les faire motiver? Pourquoi la motivation du personnel là? La motivation du personnel est-elle importante dans l'entreprise? À quoi sert la motivation du personnel? Est-ce une entreprise qui applique la motivation du personnel et une entreprise qui s'en fout de ses personnels? Quelles seront leurs différences dans le futur, à long terme, en bon terme et en court terme? Voilà les questionnaires que je vais vous faire comprendre et je vais vous détailler un peu et essayer de voir l'importance de la motivation du personnel et même dans l'entreprise, que ce soit l'entreprise ou aussi dans la maison familiale. Voilà. La motivation du personnel, quand on va essayer de définir un peu que c'est l'ensemble des conditions et des incitations qui agissent favorablement sur le comportement d'un individu pour agir efficacement en milieu de travail afin d'atteindre des buts bien précis. On peut aussi définir la motivation du personnel comme l'ensemble des forces et des mobiles qui poussent un individu à se donner le meilleur de lui-même pour que l'entreprise puisse atteindre des buts bien précis. Mais quand tu regardes la définition de la motivation du personnel, toutes ces définitions ressortent à 4 éléments fondamentaux, à savoir le déclenchement du comportement qui pousse à l'action, une direction, un but atteint, des efforts pour atteindre ce but et la continuité des efforts dans l'état. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'être au sommet, c'est très facile, mais rester au sommet, c'est le plus difficile. Donc, à travers de la motivation du personnel, on peut même regarder pourquoi on ne pense pas au niveau de la famille de motiver nos personnels, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Pourquoi pas? Quand je regarde un peu sur la théorie d'Idel Carnegie qui disait que la motivation ne peut jamais être imposée pour faire du bon travail, mais chacun doit le vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Ça dit que lorsque un enfant obtient votre obéissance à travers du fouet, dès que vous tournez le dos seulement, l'enfant va recommencer. Donc il faut essayer de sensibiliser, de motiver ces enfants, ces salariés pour que l'enfant puisse avoir une conscience. Lorsqu'on a la conscience, ce n'est plus la peine de prendre le fouillis ou de le confronter. Vous voyez. Donc à travers de cela, il y a différentes théories. Il y a la théorie, d'abord, il y a deux théories. Il y a la théorie des processus et la théorie du contenu. Théorie des processus, c'est quoi? La théorie des contenus, c'est quoi? La théorie des contenus définit ses guides la personne à prendre une position donnée dans son comportement au milieu du travail, c'est-à-dire quelle serait la personne qui est dans votre entreprise, c'est une personne extravertie, une personne introvertie, tu vas leur poser certaines questions. À travers de ces réponses, tu vas les savoir. Ça, on appelle ça le fait. Quand tu lui poses des questions et qu'il répond, c'est là. Mais tu vas faire l'évaluation à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. S'il y a une cohérence entre ces faits et ces dits, là, on appelle ça quelqu'un qui a déjà une évaluation du personnel. Mais on n'est pas dans ce module-là. Aujourd'hui, c'est la motivation du personnel. Et nous allons parler de la théorie des processus, c'est-à-dire la théorie des processus étudie les effets des relations de l'individu avec l'environnement et son comportement. C'est-à-dire, est-ce que l'individu qui est devant toi a un comportement adéquat à l'environnement de l'entreprise? Est-ce qu'il peut accepter le stress? Est-ce qu'il peut accepter aussi d'être seul? Est-ce qu'il peut accepter de ne pas sortir? Est-ce qu'il peut accepter le règlement de l'entreprise? Tout cela, on doit tenir compte de tout cela. Mais à travers de la motivation du personnel, il y a beaucoup de personnels, bien sûr, beaucoup de spécialistes, beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs qui ont pu montrer beaucoup de théories telles qu'il y a Elton Mayo qui a parlé, il y a Abraham Maslow qui a parlé, il y a Taylor aussi qui a parlé de la motivation du personnel. Quand on prend la théorie de Taylor de 1911, lui, il dit que la motivation du personnel est fondée sur les gains, que l'homme travaille pour percevoir un revenu.
que le salaire au rendement est donc un moyen d'inciter le travailleur à augmenter ses résultats. Mais il a dit aussi que la motivation du personnel, que les salariés n'ont pas d'intérêt à augmenter leur production parce qu'à l'époque c'était l'esclavage, c'était à l'époque de l'esclavage. Donc les salariés n'avaient seulement que ils n'avaient seulement que le salaire pour survivre. Donc il disait que les ouvriers en augmentant leur production pour créer des chômages, les salaires bien sûr ne suivent pas les heures supplémentaires des salaires. Et puis il a dit aussi que les heures supplémentaires constituent une usure de la force des ouvriers parce que quand tu travailles et que tu atteins un résultat efficace, on ne va pas augmenter le salaire. Que tu aies un bon salaire, que tu aies un bon résultat, que tu aies un résultat supérieur à ce qu'on attend comme objectif fixé, toujours tu as le même salaire. Donc pour Taylor, les ouvriers n'ont fait qu'épuiser, n'ont fait qu'usure leur force en augmentant leur production. Après Taylor, il y a Elton Mayo de 1927 à 1932 qui disait aussi que la motivation du personnel est fondée sur le facteur psychologique, que lorsque les conditions de travail ainsi que la dynamique du groupe bien sûr sont satisfaits, il y a la motivation du personnel. Et lorsque ces deux éléments ne sont pas satisfaits, il y a la démotivation qui sont là, telle que ça va créer des conflits, ça va créer les mésententes, ça va créer des idéologies différentes dans l'entreprise. Alors que l'entreprise, que ce soit les différentes personnes, a le même objectif, le même idée, c'est-à-dire aider l'entreprise à atteindre des buts bien précis. Et il y a la théorie de Maslow aussi qui dit que la motivation des personnels bien sûr sont conditionnés à la réalisation de la satisfaction des besoins primaires et des besoins secondaires. Il a parlé de la pyramide bien sûr des besoins. Il a parlé de besoins de physiologie, besoins de sécurité, besoins d'estime bien sûr et besoin d'appartenance d'abord, après besoin d'estime et besoin d'accomplissement, c'est-à-dire développer ses connaissances et ses valeurs. Besoin de physiologie, se nourrir, se vertuer. Besoin de sécurité, se sentir sécurité, se sent sécurisé bien sûr dans une entreprise. Et il y a besoin d'estime aussi, s'estimer, appartenir à quelque chose, à une entreprise. Et il y a aussi besoin d'appartenance, bien sûr, appartenance avec des marques. Quand on donne des véhicules aussi aux salariés, ça va leur permettre aussi d'être valorisés devant la masse. Tout ça, ça fait partie de la motivation du personnel. Mais il y a Herbert de 1959 qui dit aussi que la motivation est fondée sur des facteurs, la satisfaction et l'insatisfaction. Pour la satisfaction, il dit que lorsque la reconnaissance, la prise de responsabilité ainsi que l'accomplissement des tâches, on confie ça à un salarié, il va être motivé. Et pour lui, lorsque le salaire, les conditions de travail, le statut et la sécurité ne sont pas satisfaits seulement, ça démotive les salariés. Tout ça là, c'est leur théorie. Et il y a la théorie de X et la théorie de Y que j'ai vraiment aimé. La théorie de X parle et la théorie de Y va dire le contraire. Là, j'ai vraiment aimé ça. La théorie de X dit que l'individu éprouve une aversion innée au travail. Il fuit la responsabilité, il cherche peu d'ambition. Face à cette première hypothèse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le contreter, il faut le contraindre, diriger, menacer, sanctionner pour qu'il puisse prendre sa vie en main. Est-ce que vous voyez? Mais la théorie de Y dit que lorsque l'individu est associé aux objectifs de son organisation, il donnera spontanément le meilleur de lui-même sans qu'il ait besoin de contraintes de sanctions. Par exemple, quand on se sent isolé, forcément on va s'éloigner. C'est clair et net. Et la théorie de Y aussi a dit encore que l'individu moins placé dans les conditions adéquates, quand tu prends l'individu moins placé dans les conditions adéquates, cherche à prendre la responsabilité. Par exemple, ton enfant est là, il fait la terminale. Tu lui donnes tout ce qu'il a besoin. S'il s'agit de livres, qu'il s'agit de n'importe quelle chose, s'il vient seulement qu'il a besoin de ça, concernant l'étude, tu vas lui donner. Donc, tu es en train de lui responsabiliser. Tu es en train de faire ton devoir en lui responsabilisant parce que lorsqu'il échoue seulement lors du baccalauréat, c'est pas toi parce que tu as absolument joué pleinement ton rôle. Est-ce que vous voyez, tu as motivé, tu lui as donné tout ce que tu as comme pouvoir pour qu'il puisse atteindre son objectif. Mais vu qu'il n'a pas réussi, c'est lui qui va se sentir un peu responsabilisé et culpabilisé. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la motivation du personnel qui est là. C'est très important au niveau de la famille. C'est pour chaque fois, il faut rappeler à
la citation de Dale Carnegie qui disait que la motivation ne peut jamais, si tu veux motiver ton personnel, il ne faut jamais l'imposer, que la motivation ne peut jamais être imposée pour faire du bon travail, mais chacun doit le vouloir. Est-ce que vous voyez? Tout ce que tu fais dans la vie, il faut lui donner un sentiment de travailler, que ce soit ton enfant, que ce soit à n'importe quel chose, il ne faut pas l'imposer. L'imposition, là, ça c'est de l'esclavagiste. Nous sommes au 21e siècle, le monde a développé, le monde est déjà en avance par rapport au passé. Donc essayons de sensibiliser, de montrer le bon côté au lieu de faire ce qu'on appelle une contrainte, ce qu'on appelle une esclavagiste du passé. Voyez-vous. Merci de votre aimable attention et on vous dit à très bientôt. J'espère vous revoir pour un nouvel épisode de la gestion des ressources humaines. Gérer, c'est quoi? C'est diriger, c'est mener, c'est appliquer, c'est mettre en place des dispositifs pour permettre à l'entreprise d'avoir ce que l'entreprise a besoin. C'est pas tout le monde qui va être un juriste. Un juriste, c'est un responsable. Un juriste, c'est quelqu'un qui a la notion sur la tête, qui a la tête sur les épaules, qui a une notion de mener une équipe, qui a une notion de faire tout pour que l'entreprise puisse atteindre des objectifs bien précis. En bon entendeur, salut, venant de M. Koulibaly, le 19 octobre 2018, vendredi. Bye bye et bon dimanche à vous tous.